voilà, explorer chez le patient vraiment ses besoins, décrire nos offres, faire des propositions, discuter avec les patients, ben voilà ce qu'on peut faire. Je vous donne juste une autre anecdote. J'ai mis la photo de cette patiente parce qu'elle me rappelle beaucoup une des premières patientes qui avait fait une expression de désir de mort avant qu'on ait la directive. Et cette femme était une maîtresse femme. Elle était agricultrice. Elle travaillait dans une ferme avec son mari et enseignante l'après-midi. Elle avait une famille de 3-4 enfants. En Suisse, c'est beaucoup. Et le matin, quand elle se levait tôt le matin à 5 heures pour aller faire du cheval. Donc une vie vraiment active, à la campagne, etc. Et elle a développé un cancer du sein qui a évolué avec une méningite médulaire, carcinomateuse médulaire, et elle est devenue tétraplégique. Cinquantaine d'années, elle touchait beaucoup les gens, donc quand elle est arrivée dans le service du CHUV, on l'a mis dans une chambre vue sur le lac, c'était juste génial. Le seul problème, elle était tétraplégique, donc elle voyait juste le plafond. Et quand elle a fait ça, elle m'a beaucoup appris parce que c'était un des premiers cas et j'étais assez inadéquate. Mais elle m'a beaucoup aidée en fait à m'améliorer. Et quand je lui ai demandé quel était le motif pour elle de vouloir mourir, elle m'a dit mais c'est comme si j'étais déjà morte, je vois que ce plafond blanc. Et pour les gens qui vivent dans les fermes, elle dit il n'y a même pas de mouches. Hein. Ceux qui vivent dans les fermes, vous savez que les mouches sont omniprésentes, etc. Et on a commencé à explorer avec elle qu'est-ce qui pourrait donner sens à sa vie. C'était vraiment, pour elle, il n'y avait pas de douleur, elle était nickel, elle n'était pas dépressive, on a exclu ça, mais elle voyait simplement plus de sens. Hein. Et quand on a essayé d'explorer ensemble quel sens elle pouvait donner à sa vie, hein, la dimension, je dirais, existentielle, spirituelle, elle disait, moi, ce qui m'a donné sens, ce qui me donne de la force, c'est la nature. J'ai besoin de vivre dans la nature, j'ai besoin d'être en contact avec la nature. Or, le retour à domicile n'était pas possible. Et on a pu, à ce moment-là, on a négocié. Je lui ai dit, bon, on essaye. On a une unité, une maison, un peu comme il y en a quelques-unes au sud de la France, une maison de soins palliatifs avec un magnifique jardin et notamment des chambres qui donnent sur le jardin, on peut sortir les lits. Et je lui ai proposé de faire un stage à Riveneux, c'est l'unité de soins palliatifs où il y a la photo. Et elle a accepté, et bien sûr les soignants de l'équipe étaient très très concernés par une femme extrêmement attachante, donc on l'a sortie presque par tous les temps où elle pouvait être en contact avec la nature et elle a pu réinvestir du sens. Son désir de mort s'est estompé, mais c'était une chance, c'est-à-dire que là on a pu l'identifier, on a pu l'aider, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, et puis alors on travaille, c'est là notre rôle pédagogique, comme chacun de vous le faites en équipe mobile. C'est tout ce travail d'information, d'enseignement à l'équipe de première ligne, de ce qui se passe, comment les choses évoluent, etc. etc. Et ça, c'est extrêmement important, surtout en équipe mobile, parce que là, et que voilà, il faut vraiment que l'équipe puisse suivre et continuer cet accompagnement qu'on a initié. Voilà, quand c'était des professionnels, parce que c'était des demandes fréquentes, on essayait d'avoir... Généralement, c'était des demandes générales. Qu'est-ce que tu penses de l'assistance au suicide, ou s'il y avait une assistance au suicide dans notre service, ou est-ce que je peux me renseigner, etc. À ce moment-là, on essayait de voir ce qui se passe. Parce qu'en général, surtout parmi les aides, vous savez, identifier parfois beaucoup plus précocement des demandes de mort que, en tout cas, les médecins. On passe un petit moment comme ça. Et parfois, je vais dans des maisons de retraite où je parle de la question de l'assistance au suicide. Puis les deux médecins de l'EMS, de la maison de retraite, me disent il n'y a pas de problème, chez nous il n'y a pas de demande. Et puis je vois des mains timides se lever entre les animateurs, les femmes de ménage ou les aides. Voilà. Donc c'est d'explorer pourquoi il y a une telle demande et écouter la personne. Ça peut être une situation personnelle ou ça peut être une situation professionnelle, mais que la personne n'ose pas partager parce que, par exemple, le patient lui a demandé de ne dire à personne, de garder le secret. Rappelez aussi que bon, si on n'est pas tout puissant, on peut être utile quand même. Hein. Rappelez qu'il y a une directive institutionnelle et que s'ils ne la connaissent pas, les référer à ce moment-là, puisqu'on s'est positionné clairement dans la notion d'information, les référer à leurs supérieurs hiérarchiques, qui ont cette responsabilité-là. Et puis dans une situation particulière, eh bien là, on va faire la même chose et puis on va prendre le temps avec les soignants pour explorer tous les éléments, éventuellement avec les soignants du domicile, parce qu'on a souvent peu d'informations. À l'hôpital, vous voyez quelqu'un, je ne sais pas, 5-10 jours,
ne voyez pas toute la vie de cet individu, et souvent les médecins traitants et les infirmières du CMS nous aident. Voilà un petit peu, ça c'est des directives. Le plus intéressant, c'est que finalement, on a dû mener ce travail, parce que d'une part, il y avait un vide juridique important et ces pressions extrêmement importantes au niveau social, qui sont toujours existantes. Et puis on avait le CHUV aussi qui commençait à ouvrir une porte auquel on n'était pas préparé, et il fallait en fait qu'on puisse se positionner en tant qu'équipe de soins palliatifs en fonction de nos valeurs professionnelles. Alors là, c'est le plus intéressant pour moi, parce que j'ai découvert plein de choses. Je pensais assez naïvement que ça irait assez vite, et puis il a fallu, comme je le disais, beaucoup de temps, parce qu'on avait à la fois des valeurs d'équipe et des valeurs individuelles, les valeurs individuelles ont pris du temps à émerger. C'était pas simple pour les gens, il a fallu vraiment un climat de respect et de confiance pour qu'ils puissent se positionner dans leurs valeurs individuelles. Et c'est là où nous avons réalisé, en fait, que nos valeurs pouvaient être très différentes. Donc il y a eu ce travail à la fois de respect, d'abord d'identification de nos valeurs, de dire mais comment moi je me positionne dans mes valeurs en tant qu'individu, hein, sur la base de mon éducation, de mes croyances, de mes expériences, etc. Et puis après de pouvoir trouver ce fameux consensus, et vraiment c'est un travail de maturation pour dire est-ce qu'on peut se réunir autour de valeurs communes. Et on peut se positionner seulement s'il y a la place aussi à l'expression de valeurs individuelles. Ce qui peut parfois être douloureux, tendu. On a refait 15 fois nos principes et nos règles. Mais il y a eu vraiment un travail de maturation qui nous a été extrêmement utile et qui nous a permis après, en fait, de nous positionner par rapport à l'institution. Et ces valeurs qui nous ont réunis au niveau professionnel, comme je vous le dis, je le répète, mais c'était vraiment les valeurs des soins palliatifs. Et donc c'était ni acter, ni acter, ni prolonger la vie de quelqu'un, mais vraiment respecter le rythme naturel de la maladie. Ce qui nous a beaucoup aidé après ce travail, ça a quand même fait un lien, parce qu'on s'est quand même pas mal révélé. Il y a quelque chose d'assez intime à parler de ses valeurs personnelles. Ça a aussi beaucoup aidé après pour être cohérent, de donner vraiment une attitude cohérente de l'ensemble de l'équipe dans des situations extrêmement variables dans tous les services de l'hôpital. Ça a aussi beaucoup aidé à l'insertion des nouveaux professionnels qui nous rejoignaient. C'était important qu'ils puissent connaître ces valeurs, y adhérer, etc. Puisque les demandes de mort étaient relativement fréquentes, enfin sont relativement fréquentes. Voilà, donc ça, je pense que ça a été la substantifique moelle, ce travail vraiment entre nous déjà, et cette compréhension qu'on pouvait avoir des valeurs qui ne soient pas les mêmes entre nous, mais qu'on pouvait adhérer à des valeurs communes. Alors pour terminer, la vie change, bouge, évolue. Et ça, c'est une autre particularité de la Suisse. Vous savez que quand on n'est pas content des Suisses, on peut faire en fait des initiatives. On peut faire des initiatives cantonales, on peut faire des initiatives fédérales. Alors vous entendez les pires résultats de nos initiatives, vous les entendez à la télévision, à la radio. Hein. Par exemple, c'est sortir de l'espace de Schengen, durcir l'attitude à l'égard des immigrants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des citoyens qui disent ben, « moi, cette loi ne me plaît pas » ou « ça, ça ne me plaît pas », donc je lance une initiative. Et si cette initiative recueille assez de signatures, alors si c'est au niveau cantonal, c'est un certain nombre de signatures, si c'est au niveau fédéral, c'est beaucoup plus important, eh bien l'initiative va passer et à ce moment-là, ça va être mis, si vous voulez, en votation, soit au niveau cantonal, soit au niveau fédéral. Et donc, en 2006, Exit, qui, comme je vous disais, est très soutenu médiatiquement, moi je pense qu'il y a une très forte proportion de notre population qui est en accord avec l'assistance au suicide, en Suisse en général, eh bien, il va poser une initiative en disant on a de la peine à entrer dans les maisons de retraite, on a de la peine à entrer dans les hôpitaux, y compris le CHUV, parce que le CHUV a mis tellement de contraintes qu'il meurt avant qu'on puisse intervenir, etc. Donc, Exit a posé cette initiative en disant nous voulons le champ libre dans toutes les structures publiques, que ce soit maison de retraite, que ce soit hôpital, unité de soins palliatifs, etc.
Et je vous rappelle que c'est des associations qui souffrent, enfin vous avez vu les chiffres maintenant, à tous les fatigués de la vie. Donc évidemment, ça a mis le canton de Vaud dans une situation complexe. Et la seule parade qu'a trouvé le département de la santé de mon canton, c'est de faire une contre-initiative. C'est-à-dire de proposer un texte de loi qui essaye d'atténuer les conséquences en fait de cette initiative d'exit. C'est-à-dire d'essayer de mettre, un peu comme dans les pays européens ou américains, une forme de, voilà, d'éléments qui cadrent et qui évitent autant qu'il se peut les dérapages. Et cette initiative est passée haut la main, c'est-à-dire que le projet d'exit a été refusé de manière assez importante, c'est-à-dire que les citoyens ont choisi finalement l'accès à l'assistance au suicide selon un certain nombre de contraintes quand même, un peu comme dans les pays où c'est dépénalisé. Alors je vous donne juste quelques éléments, parce que c'est quand même très light comme contrainte. Donc, l'assistance au suicide, donc l'intervention d'exit dans une structure de soins, quelle qu'elle soit, y compris soins palliatifs, hein, est possible pour autant que le médecin responsable du traitement, le médecin en charge, en accord avec le patient, les proches, le médecin peut-être de famille, vérifie que le patient est capable de discernement. C'est-à-dire qu'avant, la capacité de discernement allait de soi, il fallait montrer que le patient ne l'avait pas, tandis que maintenant, il faut montrer qu'il l'a. Qu'il souffre d'une maladie grave ou de séquelles d'accident grave. Alors ça, on ne sait pas très bien. Une maladie grave, ça va. Séquelles de maladie grave, c'est pas évident. Je ne sais pas si la vie est une maladie grave. Évidemment, des soins palliatifs ont été proposés. Voilà. Et puis, le dernier point, il peut se faire aider d'un autre médecin. Il peut refuser l'assistance au suicide si le patient séjourne dans une structure qui n'a pas pour objectif, je dirais, un séjour de vie, hein, comme une maison de retraite, etc. Donc si le patient a, et c'est ce qui arrive, et c'est assez particulier, je vous dis, je ne sais pas si c'est une bonne solution ou pas, mais il nous arrive assez régulièrement au CHUV qu'une personne quitte son service le samedi matin, parce qu'en général, ils pratiquent le samedi matin, exit, le samedi matin pour rentrer à la maison et se faire suicider à la maison. Hein. Donc, il y a possibilité, si la personne a un lieu de séjour autre que le lieu où elle est soignée qui existe, il y a possibilité, pour autant que ça soit digne pour elle, et là aussi c'est très difficile à dire est-ce qu'il est de l'ordre de la dignité, il y a possibilité à ce moment-là de refuser pour le médecin en fait d'accepter l'accès à l'assistance au suicide. Le plus important, et je pense que ça c'est un élément important si vous ne voulez pas devenir schizophrène, et moi c'est je dirais ma conclusion par rapport à tout ce que j'ai vécu, le plus important c'est que le personnel de l'établissement, les médecins impliqués, ne peuvent participer en tant que professionnels à la procédure de mise en œuvre de suicide. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, on n'a pas à intervenir là-dedans et la loi nous l'interdit. Après, au niveau individuel, c'est-à-dire en dehors de nos heures de travail, ou sans tablier, etc., s'il y a des liens particuliers. Mais ce qui paraissait important pour le département de la santé, c'était d'éviter cette situation schizophrène que certains de nos collègues belges connaissent, c'est-à-dire à la fois être les accompagnants du patient et à la fois être ceux qui vont les aider à mourir. Voilà, je m'arrête là. C'est juste pour vous dire un peu, je crois que c'est juste un point de départ pour la discussion. Merci, Président, de votre intervention. Je disais, peut-être que certains d'entre nous étaient des fatigués du matin. Je ne sais pas si on va être des fatigués de la vie. J'avais, avant de vous laisser la parole pour j'avais 4 points qui me venaient un petit peu. La première chose, c'est qu'il nous pose quand même le constat initial de l'absence d'évaluation et visiblement d'excès si on laisse ce type de pratique uniquement dans le champ des associations. La deuxième chose qui témoigne quand même d'une équipe qui a fait un
profond travail de réflexion éthique, avec une ouverture à la pluralité. On n'est pas dans le consensus pour un peu des acteurs du champ, avec une nécessité, puisqu'on est sur de l'intime, de s'ouvrir à une atmosphère de confiance, qui utilise plusieurs fois le terme respect, et puis avec un travail qui permet quand même d'approfondir les repères de notre pratique. Ce que tu dis à la fin, ça permet même de mieux réinclure d'autres acteurs au sein de notre équipe. Donc, en écoutant, je me disais, la confrontation finalement à la difficulté, si les équipes le vivent de manière un peu rigoureuse, en tout moment à des tiers, et en se donnant le temps et dans une atmosphère de confiance, peut être assez fécond. Le troisième point, vous avez fait finalement le choix d'une position assez de refus de participer directement à l'acte, mais vous restez fidèle au repère des soins collectifs, c'est de maintenir la relation. Et puis le quatrième point, tu vois quand même le terme de la stupeur. C'est-à-dire une espèce de sidération lorsque un soignant, une équipe soignante est confrontée à une demande de mort. Et là encore, tu soulignes le rôle des équipes mobiles pour essayer de sortir de la stupeur et finalement de faire le travail que vous avez fait en tant qu'équipe, de retrouver une posture de fond pour affronter cette difficulté. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. On va laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? Il faut que vous trouviez des questions. Oui. J'aurais voulu savoir un petit peu si vous avez des chiffres entre les suicides qui ne sont pas médicalement assistés et les suicides médicalement assistés. Est-ce qu'il y a une corrélation ou une déconnexion entre les deux depuis qu'il y a le suicide médicalement assisté? Est-ce que le nombre de suicides à l'ancienne, sans médiation, a tendance à chuter? C'est stable? Qu'est-ce que ça... J'ai pas des chiffres exacts, parce qu'on n'a pas des données précises, puisque jusqu'à présent, en tout cas, alors ça va changer dans le canton de Vaud, puisqu'il y a cette nouvelle loi, on aura des données beaucoup plus précises. On estime à peu près, mais c'est ce que nous donnent les associations d'aide, à 1% des gens en fin de vie qui se suicident avec leur association. Maintenant, probablement qu'il y a, je pense qu'il y a un type de suicide, et c'est pour ça que je vais vous montrer, c'est les fatigués de la vie, comme on dit. Hein. Je pense que le chiffre au niveau des patients atteints d'un cancer va peut-être évoluer jusqu'à 3% comme aux Pays-Bas, en sachant que certaines maladies comme les SLA sont plus à risque de mort accélérée. Mais ce qui est préoccupant, c'est qu'à mon avis, le nombre de suicides en maison de retraite va clairement augmenter. Parce qu'ils n'en avaient pas jusqu'à présent les moyens. On a commencé une étude, comme je vous disais tout à l'heure, qui date de 2 ans maintenant, où on a essayé d'évaluer le désir de mort chez la personne âgée en EMS. Alors, c'est pas évident, c'est des échelles, hein, on est obligé de se référer à des outils méthodologiques assez solides. Et on estime à peu près que 20 à 30% des patients âgés ont un désir sérieux de mort, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont passer à l'acte. Donc là, je dirais, moi je suis restée longtemps focalisée sur mon travail, on dit mes soins palliatifs oncologiques, parce que c'est mon espace de travail. Et en travaillant avec les gériatres, on s'est rendu compte de cette même problématique que les chiffres donnés par le département fédéral nous avaient questionné, qu'il y a cette même problématique. Alors, est-ce que c'est les mêmes raisons? Ça, on ne sait pas encore, on est en train de faire cette étude. Mais ce pourcentage-là de suicide, à mon avis, va augmenter ces prochaines années. Et ça nous pose des questions sociologiques et de société. Là, on est même au-delà de nos rôles de médecins et d'infirmières, mais de se dire que renvoie la société, qu'est-ce qu'elle offre à nos aînés. Moi, j'ai vu des études où je vois qu'il y a des aînés qui renoncent à des soins. Alors nous, on est en Suisse, hein, on est encore gâtés. Mais pourtant, certains aînés renoncent à des soins même de base parce qu'ils estiment qu'ils coûtent trop cher à la société. Alors, voilà, c'est là où je dis que cette problématique dépasse très largement le niveau des soins. Hein. Elle implique une réflexion de société. Donc voilà, je n'ai pas tous ces chiffres, mais je pense que de ce côté-là, on va avoir quelques années prochaines assez chaudes.
Merci. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez fait le choix de sortir de l'arbre décisionnel, finalement, et puis de proposer une alternative. Non, on reste dans l'arbre décisionnel, mais on ne légitime pas la demande. C'est ça. Et dans quelle mesure la nouvelle loi ne vous réintègre pas dans cette décision? Parce qu'on a vu qu'il y a une étape soins palliatifs dans la nouvelle loi, vous avez dû passer rapidement dessus, mais est-ce qu'elle ne vous force pas à vous réintégrer là-dedans? Alors, en tout cas, elle encourage les professionnels qui sont moins familiarisés aux soins palliatifs que les MS à nous appeler. Après, en tant que positionnement, quand on va être là, on va rencontrer la patiente, le patient qui fait une demande de mort, on va, si vous voulez, remplir les responsabilités en tant que soins palliatifs. C'est-à-dire, on va voir si on peut améliorer des conditions physiques, psychologiques, sociales ou existentielles, mais en aucun cas, on dit sa demande est légitime ou pas légitime. On dit, ben voilà, il y a des douleurs, on pourrait améliorer le traitement antalgique. Ou il y a des gros problèmes sociaux avec une famille, parce qu'il y a aussi des problèmes financiers chez les familles. On vous propose de faire un réseau et on peut vous accompagner dans ce réseau. Mais à aucun moment, on va dire c'est bien ou c'est pas bien, etc. Donc, si vous voulez, on était prêt à rester dans l'arbre décisionnel parce qu'on se disait, beaucoup de gens qui expriment un désir de mort, il y a une détresse derrière qui n'a pas été identifiée précocement. Et donc, ça vaut la peine de rester là-dedans. Mais là, on se positionne clairement, c'est qu'on ne va pas légitimer la suite. On fait notre boulot de palliatologue. Voilà. Ce qui demande, voilà, de la conscience. Hein. C'est pas toujours évident. Bonjour. C'est Musso, on s'est rencontrés pour la première fois à l'Hôtel Dieu. Merci pour cet énorme travail, mais moi je voulais savoir si vos patients, au moins celles dont vous avez parlé par exemple, la nature, est-ce que finalement dans tous ceux que vous avez rencontrés, certains ont renoncé à l'aide au suicide assisté grâce à votre choix de travail? Deuxième question, je pense que toutes les équipes en Suisse on va mettre en place un tel travail de réflexion de valeur de évidemment, ça demande des gros moyens, donc on va le faire. Donc on a l'impression que les associations nous entraînent évidemment dans cette aller plus loin. Et autre question, vous avez beaucoup parlé de la solitude. On l'a accompagné parce que sinon les conditions de retour sont mauvaises, il est seul, il est encore plus triste, on pense le faire. Alors la question que je me pose sur un plan éthique un peu, c'est bien sûr la société évolue avec des demandes particulières, le droit à l'autonomie qui prime plus sur le respect de la vie, peut-être dans les valeurs, et jusqu'où on dit comme il est très seul, effectivement, enfin cette question de ils enlèvent leur blouse et ils continuent parce que c'est ce qu'il fait, vous avez dit, c'est un positif, jusqu'où la souffrance de l'autre nous entraîne à faire des pas qu'on ne fera pas. C'est ma question. Ouais. Alors déjà, première question, c'est est-ce que vous avez réduit peut-être pour certains J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a des situations très simples, comme je vous disais, la douleur. Ça arrive quand même. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'antalgie. Donc là, en principe, ça se passe bien. Parce qu'on va le cas de 48 heures, les choses sont réglées, etc. Il y a des gens qui font la demande, comme je vous disais, et pour eux, ça devient leur projet de vie. C'est particulier à dire. Mais à un moment donné, tout ce qu'il leur reste comme capacité de contrôle sur ce qui leur arrive, c'est de pouvoir mettre en place ça. Et il m'est arrivé effectivement, parce qu'on avait aussi des services, on a des services assez cracra, on a des services assez, je dirais, très très retenus, hein, où on doit leur dire, on vous rappelle, il y a une directive institutionnelle, il y a une demande de mort, vous devez y faire face. Alors il y a des patients qui sont morts en attendant, voilà. Mais ils étaient tellement soulagés que les mesures se soient mises en place. Et la réponse en général de la commission d'éthique, c'est 10 jours, 15 jours quand même, hein, pour avoir tous les éléments. Donc il y en a qui sont morts avant. Il y en a qui sont... J'ai un patient en ambulatoire qui avait beaucoup, c'est la perte de contrôle, qui a fait un état confusionnel aigu, et suite à cet état confusionnel, en une semaine, tout était réglé. On n'a eu aucun impact. Et puis, on a des patients, effectivement, pour lesquels on a des impacts, parce qu'on va aussi favoriser la discussion en famille, donc vraiment le rapprochement avec les proches, etc. Et là, il y a parfois des choses qui sortent et qui vont s'apaiser. Hein.
C'est très classique chez les gens âgés, le sentiment d'être une charge. C'est une des premières causes du désir de mort, c'est le sentiment d'être une charge. Eh bien ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Puis parfois, vous avez des choses, vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Et ça change. Je pensais à une autre patiente ce matin en venant ici, qui était aussi une patiente 55-60 ans, extrêmement attachante aussi. Une femme de tête, qui était gérante d'un grand magasin de luxe, etc. Une belle femme, cancer du poumon, perte d'autonomie. On arrivait assez bien à gérer les symptômes physiques que j'ai suivis, je pense, avec l'oncologue. On était en tandem constant pendant 6-8 mois. Et à un moment donné, la perte d'autonomie est devenue telle qu'elle est inscrite à Exit, ça on le savait, qu'elle a activé Exit. Et Exit est venue voir un vendredi, elle nous racontait tout, hein, on avait cette ouverture. Donc ça, c'est extrêmement important que les gens se sentent bien avec nous et qu'ils nous communiquent ce qui se passe, hein, parce que ça nous permet aussi de comprendre leur cheminement. Donc un vendredi après-midi, elle dit, bah voilà, j'ai vu ce matin les accompagneurs d'Exit, on va fixer une date. Alors bon, on était là, très respectueux, c'était difficile pour nous, c'était difficile pour son compagnon, mais voilà, c'était aussi je dirais le lien qu'on avait avec elle et puis le contrat qu'on avait avec elle depuis le départ, d'être totalement respectueux de ses choix et de ses options, sur des plans où on ne pouvait visiblement pas intervenir, puisqu'elle disait, ben voilà, je ne sors plus de la maison, ça ne vaut plus la peine, je suis amaigrie, je ne suis plus la belle femme d'avant, voilà. Et puis le samedi, parce que je reste en contact avec mes patients, que je suis en tout cas individuellement. Le samedi, elle m'appelle sur mon téléphone portable. Puis elle me dit, je suis tombée dans les escaliers, j'ai horriblement mal, qu'est-ce que je dois faire? Et elle avait une fracture fémorale. Je dis, écoutez, vous avez le choix, vous pouvez rester ces quelques jours à la maison en attendant Exit, mais dans des souffrances intolérables, avec cette fois totalement plus d'autonomie. Vous pouvez aller à l'hôpital et demander à vous être opéré, ce qui ne va pas forcément modifier votre choix pour la suite. Et elle a décidé de se faire opérer, et je l'ai revue le lundi, ils ont fait un emploi, c'était une intervention simple, elle a bien supporté. Et puis, moi, je vous dis, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais elle m'a regardée et puis elle m'a dit, ben, j'ai réalisé avec cet accident que je tenais encore à la vie. Et tout son désir de mort s'est estompé. Elle a vécu encore 6 semaines, elle a passé 3 semaines en fait à Rive-Neuve, cette unité dont je vous parlais, dont 2 semaines dans le coma, ce qu'elle n'aurait pas pu accepter ou imaginer au départ. Et je suis incapable, bon je ne suis pas psy, hein, mais ce que je sais, c'était que cet espace d'écoute et d'ouverture qu'on lui a donné sans jugement, même si ça nous fondait le cœur, hein, l'oncologue encore plus que moi, parce qu'elle n'était pas aussi souvent confrontée que moi, mais cette capacité d'offrir de l'espace à l'autre, où il peut cheminer, et il peut maintenir ses choix ou pas, mais où il ne se sent pas jugé, où il sent le lien, à mon avis, je pense que c'est le meilleur travail qu'on peut faire pour lui. Et parfois, ça va se faire, puis parfois, comme elle, mais je vous dis, je n'aurais jamais imaginé, j'étais cette fois aussi sous l'effet de la stupéfaction. Mais plutôt... Elle a eu une fin de vie, c'était très, je dirais, très serein.